Yo l'équipe, on se retrouve au camping de hier soir. Concernant le camping, on a une vue magnifique. Il y a des aménagements pour enfants, des structures gonflables, des boulodromes, même pour les adultes qui jouent pas mal à la pétanque ou ce genre de choses. Et non, aussi, il y a un city pour les sportifs ou les footballeurs, basketteurs. Moi, je sais quand j'étais plus jeune, un camping sans city, ça me foutait un peu le seum pour les vacances. Donc, non, quand j'avais un city, ça changeait tout. Il y a une piscine couverte et chauffée en plus, donc ça, c'est top. Après, en Bretagne, il faut, hein. Ils ont des snacks aussi pour ceux qui veulent se restaurer. Il y a aussi des animations durant toute la période estivale. Et voilà. Sinon, concernant le temps d'aujourd'hui, il fait plutôt beau, même si c'est pas le grand soleil. Et par contre, il y a du vent. Et on a du vent jusqu'à demain. Donc, ouais, les deux dernières sorties là, elles vont me finir tout simplement, c'est sûr. Donc voilà, let's go, on est prêt, il est à 10h30 à peu près. On va remonter sur le vélo, aujourd'hui 4-5 heures de vélo je pense, entre 4 et 5. Ça dépend de la vitesse où je vais. L'équipe, on va rouler sous tempête de vent aujourd'hui. Là on est juste après le camping. On est sorti du camping, donc voilà, 100 km au programme et avec des montagnes russes, un peu dénivelé par-ci par-là. On va juste prendre une barre pour la petite journée de Saint-Born, enfin petite journée. Pour nous c'est une petite journée. On va pas aller vite je pense, hein, de toute façon. Mais bon, ça va faire entre 4 et 5 heures de vélo. Ça reste raisonnable. Ouais, let's go, Saint-Born. Une sortie facile entre guillemets. Hop là. Oh, sympa. C'est la première bosse et physiquement ça répond plus en fait. Bon là du coup l'équipe on s'est arrêté à une boulangerie parce que c'est un bled perdu au vieux marché près de Plouidère pour les Bretons qui connaissent. Mais par contre j'avance plus hein, donc sur le plat et les descentes forcément ça va vu que tu t'appuies pas trop sur les pédales ou tu vas tu mets la vitesse que tu veux pour adapter à tes jambes. Mais dès que ça monte, je suis tout à gauche et je monte à mon rythme quoi après, mais un rythme très bas. Je pense que je monte aussi vite dans les bosses là que dans les cols que j'ai pu faire, sincèrement. Let's go finir les 50 km. Et hop là. Je vais attendre la voiture parce que sinon je vais me perdre.
pluie. Dimanche dernier, mais il n'y a pas eu d'eau depuis. Bah oui, mais on était à l'est au départ et Mm. après on est remonté vers le nord. Et à la diagonale du vide, là aussi, vers Fourmi, tout ça, et c'était un temps pourri. Mais ouais, de toute façon, dès qu'on a vraiment la moitié de la France nord, dès qu'on l'a passé, on a senti le changement direct quasiment, c'est fou. Du coup, on est bien arrivé à Plouénan, au camping de Kerlody. On va dormir dans une yourte, une première pour ma part. Je savais même pas ce que c'était. Dernier logement de ce périple. Hâte de rentrer. Hâte de rentrer et enfin me reposer. Ouais. Voilà, ce que je disais, aujourd'hui j'avais 100. La première partie, on est parti à 10h30 et on est arrivé à 13h pour manger, quoi. Donc j'ai fait 2h30 pour faire 50 bornes. Quand on est cycliste comme moi, c'est pourri. Quand t'avances à une vitesse, c'est grave, quoi. Surtout qu'il n'y a pas tant que ça de dénivelé aujourd'hui. Quand t'as fait les Alpes et les Pyrénées, être en Bretagne, c'est pas dur, quoi, franchement. Mais les moindres bosses, elles te détruisent les jambes et tu. Et je sais pas comment expliquer, c'est même pas mal aux jambes, c'est juste que t'es vidé, t'as pas de force, quoi. Quand tu vas essayer de mettre une dent de plus pour avoir plus de braquettes, t'es incapable de l'envoyer. Du coup, t'es obligé de mouliner dès que ça monte. Et tu fais du 13-14 km/h. Après, sur le plat, c'est plus facile de rouler. Donc ça va, moi j'ai toujours dit que c'était le dénivelé qui comptait surtout. C'est vraiment dans le dénivelé que là tu te tues les jambes. Parce que sur du plat, tu peux aller à 25-26 à l'heure, tu vas pas trop te faire mal aux jambes. Tu vas réguler ta vitesse et gérer ton effort. Et quand tu es dans des pentes à 15% ou quoi, là, tu rigoles plus du tout. Juste tu fais avec les forces que tu as, les forces en présence. Et voilà. J'aurais dû faire un vélo électrique aussi. Ça aurait été un peu plus facile. Du coup, on va faire un petit bilan de ce long périple et joli périple qui a duré 32 jours. Et j'aimerais commencer par les régions par toutes lesquelles on est passé. Et surtout celles qui m'ont marqué d'un point de vue cycliste. Je vais souvent parler par rapport à ce que moi j'ai vécu sur le vélo forcément. Et, euh, et pour moi franchement en top 1 je mets directement les Landes. Euh, c'est, je pense, la région la mieux aménagée de France d'un point de vue cycliste. Et puis en plus les pistes cyclables elles sont magnifiques et t'as que des pistes cyclables que pour le vélo. C'est-à-dire que t'as pas de piétons, t'as pas de voiture. Donc de ce point de vue là c'est juste parfait pour pratiquer mon sport. Surtout que c'est des paysages entre les forêts et de ce point de vue là bah, je le mets franchement top 1, il y a de loin. Après, en derrière, je mettrais les massifs montagneux, mais vraiment tous, pas une plus qu'une autre, je pense. Même si j'ai vraiment aimé les paysages pyrénéens plus que les Alpes. Mais d'un point de vue, en tout cas, circulation, je trouve qu'en massif montagneux, dès qu'on arrive dans des cols, dès qu'on arrive dans des routes qui sont un peu haute altitude, etc., la circulation elle est plus tranquille. Et sûrement aussi dû au fait qu'il y ait plus de petites routes. Donc ça permet aux cyclistes aussi de s'isoler de la circulation moteur. Et, euh, et après, bah, il y a aussi l'aspect, je pense, vitesse c'est à prendre en compte quand on est plus lent et qu'on est dans des pentes assez raides. On est moins dangereux, on va juste à notre rythme, mais on est aussi concentré que sur notre effort. Donc on est un peu dans notre bulle et on s'évade de tout bruit un peu qui peut avoir autour. On sait juste que le sommet, il est en plus dans beaucoup de cols. L'avantage c'est que tout est répertorié, c'est-à-dire que kilomètre par kilomètre, on sait combien de pourcentage il y a dans le prochain kilomètre de moyenne et on sait à quelle distance on est du sommet. Ça nous permet vraiment
de juste se concentrer sur notre effort et, d'aller à notre rythme, d'avancer. Et c'est surtout, je pense, ce qui est le plus important mentalement, c'est de voir qu'on avance. Et je sais que sur tous les cols mythiques et tous les cols qui sont entre guillemets réputés et plutôt connus, ils ont mis en place, du coup j'avais jamais fait de col auparavant, donc j'ai découvert ça, que à chaque kilomètre ils mettent le pourcentage moyen, ils mettent le nombre de kilomètres qui te restent, etc. Donc tu vois ta progression en même temps que tu es dans l'effort. Et c'est aussi ça, je pense, qui te fait tenir, qui t'encourage à te dire ok, j'avance, j'ai fait la moitié, il me reste 5 kilomètres, il me reste 4. Et plus tu te rapproches du sommet et du point culminant, plus tu sais que je pense que tu as aussi cet aspect où, où l'endorphine et l'excitation du fait d'arriver là-haut te transportent un peu. Et je pense que mes capacités physiques, ils ont été aussi boostées par rapport à ça, l'excitation de tu sais que tu dois arriver là-haut, même si je pense que ouais, il y a aussi l'aspect physique. Plus je roulais, je sais que les Alpes par exemple, je les ai beaucoup mieux roulées que les Pyrénées. Après les étapes pyrénéennes, j'ai moins bien aménagé, j'avais des étapes hyper exigeantes chaque jour, alors que dans les Alpes, j'avais beaucoup de dénivelé chaque jour, mais je faisais en sorte de faire plus 90 km ou 100, ou j'ai jamais dépassé 150 km dans les Alpes, donc à contrario des Pyrénées où j'ai fait 3 étapes sur 4 à plus de 150. Et, donc je pense que j'ai mieux... Dans les Alpes, j'avais ma préparation, je savais ce que c'était un col, et même physiquement, je pense que j'étais vraiment préparé psychologiquement et physiquement, du coup, grâce aux Pyrénées, à monter tous ces cols et tous ces faux plats montants, parce que on a répertorié aussi dans le montage que les cols, mais il y a toutes les côtes qui sont pas notées et tous les faux plats montants qui paraissent interminables. Je pense à l'étape de Barcelonnette où on avait 40 km de montée sans descente, et pourtant c'était pas un col, c'est juste interminable et t'as l'impression que tu vas jamais finir. Et après il y avait aussi, comme je disais, le fait d'être filmé, ça change beaucoup de choses. Tu veux pas montrer aux gens l'échec, tu veux montrer tu veux être un exemple en fait. Tu veux inspirer les gens, tu veux encourager, les motiver. Et du coup, le fait d'être filmé, et tu sais que tu montres à travers des actes ce que tu fais, ça t'encourage, et ça, limite, ça t'interdit en fait à l'échec et à l'abandon. Tu es obligé de réussir, tu es obligé de montrer que même dans la difficulté, tu dois tenir. C'est un peu une obligation, je pense aussi, que tu te mets quand t'es filmé et tu sais que tu vas montrer ça aux gens. Tu t'infliges une obligation de, même si tu souffres comme un cheval sur le vélo, bah tu dois tenir pour tes proches, pour les raisons de pourquoi tu le fais, pour tout ça en fait. Moi, c'est vraiment pour mon grand-père, parce que c'est vrai que c'est aussi l'une des grandes raisons de pourquoi je voulais le faire. C'est c'est la première perte proche que j'ai eue dans ma vie, et ça m'a énormément marqué. J'ai fait le deuil assez rapidement, et j'ai réussi à avoir le bon côté même ça, j'ai réussi à avoir le bon côté, un côté positif, en fin de compte, à ce genre d'événement qui fait partie de la vie. Et voilà, je voulais aussi le rendre hommage. Je sais que c'était quelqu'un qui était passionné de la nature, de la faune et de la flore, etc. Et on avait quelques similitudes là-dessus. Et donc voilà, il y avait lui, il y avait moi, forcément. Je suis l'acteur majeur de ce voyage, et je voulais me montrer ce que moi j'étais capable de faire durant ce voyage, durant ce défi sportif. Quentin, qu'est-ce qu'il a dans le ventre en fait? En fin de compte, je sais que dans ma jeunesse, on a souvent dit que voilà, j'étais une feignasse, etc. Et c'était, c'était pas pour montrer aux autres qu'ils avaient tort,
c'est plus pour me convaincre moi-même que bah non, je suis pas une feignasse en fait. Et là, je pense que je l'ai pas mal prouvé. Euh, Même à travers ce projet-là, c'est le sentiment de fierté après que tu as, c'est indescriptible. J'ai l'impression un peu d'être un homme accompli, même si j'aurai forcément des objectifs à l'avenir, dans le futur encore, et j'aurai toujours l'envie de faire peut-être d'autres concepts. J'aurai toujours aussi le système dans lequel on est qui va nous pousser à toujours être actif, toujours faire des choses, et c'est quelque chose de positif. Mais ouais, cette parenthèse-là de ma vie va me suivre tout le long de ma vie à l'avenir. Et, euh, et après, il y a aussi l'aspect humain qui a beaucoup compté durant ce voyage. Il y a eu beaucoup d'anecdotes avec Dorian et Alexia aussi. Forcément, on a passé beaucoup de moments ensemble, comme on a été 30 jours. Et on n'a pas tout filmé forcément, et on peut pas. Mais il y a tout l'envers du décor, tout ce que vous allez voir vous et tout ce que vous voyez, et le vivre, tout ce qu'on a vécu nous de l'intérieur. Et ça, c'est aussi une chance que j'ai, c'est que bah, ça s'est bien passé pendant un mois en fait. Et ça aurait pu avoir des moments de complications, ça aurait pu faire partie de ce périple, etc. Et je sais pas comment j'aurais réagi à ça si en plus ça avait été difficile humainement avec eux. Déjà que tu vois, tu galères dans la performance sportive. Et après, il y a le côté où j'étais avec des gens qui professionnellement ils sont investis, mais d'un point de vue sportif, ils, ils sont pas dans le milieu en fait. Ils sont pas dans le cyclisme et ils connaissent pas le cyclisme. Et donc forcément, ils pouvaient pas comprendre forcément ce que je vis sur le vélo. Et donc, je trouve, de ce côté-là, ça m'a vraiment permis, c'est positif et à la fois négatif, mais c'est de vivre, je vivais, j'avais l'impression de vivre tout seul. Voilà, en tout cas, c'est les moments sur le vélo, j'étais tout seul. Et même s'ils filmaient, etc., de temps en temps, mais parfois ils étaient derrière moi, des fois ils étaient devant. Donc réellement, sur le vélo, j'étais tout seul. Et je pouvais compter que sur moi-même. Et donc, il faut aussi se rendre compte de ça. C'est, je pense que émotionnellement, j'ai eu des périodes où ouais, j'étais hyper sensible aussi par rapport à ça. C'est que j'étais tout seul dans mon effort en fait. Et, euh, et du coup, ouais, ça te frappe encore plus parce qu'on le sait tous que l'humain, il a besoin, je pense, de vivre comment on appelle ça, en communauté en fait. Et là, le fait de ressentir tous les jours des moments de solitude, même si je suis quelqu'un de très solitaire, donc c'est pour ça que j'ai de la chance aussi d'avoir bien vécu ce genre de choses. Mais quand t'es tout seul, ouais, tu comptes sur toi, tu comptes que sur tes souffrances. Parfois, par exemple, dans des cols, ils arrivaient au sommet et moi, j'étais quasiment en bas. Et donc, cet aspect-là, mais ils ont pas pu tout voir, toute la souffrance que j'ai endurée sur certains segments de col, etc. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu des moments où je pleurais comme un fou. Je pense au col de Paillère, arrivé dans les montagnes. On voit que la fin, mais c'est juste la fin d'un effort extrême qui a duré au moins 15 km de montée, quoi. Et c'était mon premier sommet à plus de 2000 mètres. C'était vraiment les premières fois pour le coup parce que les sommets, par exemple, je pense au col de la Cayolle, le col du Galibier, etc. On était à haute altitude aussi, mais l'exploit était moins intense, je trouve, parce que en fait, je savais que j'avais la capacité de monter des cols désormais. Et alors que dans les Pyrénées, je me découvrais. Quentin, il est capable de monter des cols. Et encore pire, Quentin, il est capable de monter des cols après 150 km sur le vélo. Et Quentin, il est capable de monter des cols après
après avoir roulé tous les jours en fait. Et c'est ça le plus fort, c'est de toujours récidiver derrière. Et après sur la fin, voilà, j'ai eu des moments où j'ai un peu lâché, je pense, psychologiquement quand j'ai passé le cap des Alpes. Je pense que j'avais déjà eu un peu ce sentiment de d'avoir accompli ce que j'avais à faire, alors que bah, c'était pas fini du tout en fait. Et même l'étape avant d'arriver à Strasbourg, j'ai fait 2000 mètres de dénivelé en 80 km. Donc c'était hyper difficile encore. En fait, il y a eu des étapes, même par rapport aux conditions météorologiques, c'était c'était hyper difficile dans les tempêtes. J'ai eu surtout sur la fin tu vas monter sur le vélo, t'es le seul cycliste blaireau du coin qui va littéralement faire du vélo sous ce temps, quoi. T'as pluie, t'as vent dans la tronche. Et après, voilà, t'es obligé en fin de compte. Tu t'es infligé ça pour vivre ce genre de moment et pour apprécier d'autant plus quand il fait beau. C'est ça aussi. Et c'est tout le contraste qu'on peut faire entre le vélo et la vie en général. C'est que voilà, dans la vie, parfois c'est la tempête et il faut vivre la tempête pour apprécier les moments quand il fait beau. Et, et sur la fin, c'est un peu beaucoup ça en fait. C'est que j'ai eu 10 jours vraiment où c'était un enfer de faire du vélo. J'avais aucun plaisir de monter dessus, mais j'y allais quand même parce que voilà, faut finir le défi. Mais pour une fois que quand il fait beau, quand on arrive en Normandie, j'ai pu beaucoup plus apprécier. Après, d'un point de vue défi sportif et statistique, voilà, je devais faire 5091 km au départ sur ce périple. Et je pense que j'aurai 4500, on a environ 4500 km de fait pour finir. Ça reste, ça reste fou, n'empêche. C'est un défi hautement dépassé au-delà de mes espérances, mais surtout que c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est au moins 40 000 mètres de dénivelé positif. Et ça, c'est un truc de détraquer, quoi. De s'infliger autant de kilomètres sur un mois. Je sais qu'il y a des cyclistes qui font 4500, ils font ça en un an, en fait. Et moi, je l'ai fait en un mois, alors que je suis un cycliste des plus amateurs, qui a juste fait un mois de préparation physique avant. Et l'année passée, j'étais en cours, j'avais pas forcément trop le temps d'aller faire du cyclisme, etc. Donc j'ai vraiment eu la période d'un mois où j'ai fait ma prépa physique, mais sinon, hors de l'année, je roulais très peu. Et c'est pour ça, et c'est que je me suis vraiment découvert et que je me suis moi-même surpris. Même mes performances m'ont surprise. C'est pour ça que je pourrais comprendre aussi les gens qui doutent de, de la transparence ou quoi que j'ai eu durant ce voyage. Il y a peut-être des gens qui vont se dire non mais il a triché, il a été en voiture, enfin... Déjà au début, j'ai pas pris... Sur les 15 premiers jours, j'ai quasiment jamais pris la voiture en fait. Et, euh, et c'était les jours les plus difficiles en fin de compte. En termes de dénivelé, sur le papier, c'était des étapes qui sont juste gigantesques. Et surtout pour un cycliste comme moi, lambda, entre guillemets. Mais ça montre aussi que y a pas c'est pas rien n'est impossible, mais ouais, les limites qu'on va pouvoir se dire et qu'on pense être capable de faire, ben, en fin de compte, on peut les détruire ces portes-là. C'est les limites qu'on se met, elles sont généralement beaucoup plus basses que en réalité ce qu'on est capable de faire physiquement. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'éprouve une fierté, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Et puis au-delà de ça, c'est l'aspect humain, les rencontres qu'on a fait,
le viticulteur qu'on a été voir sur Bordeaux, c'est les rencontres et chez qui les gens on est resté dormir. Je pense à Nicolas et sa famille, le papa de Loïc. Je pense forcément à Loïc aussi, en plus qui prenait de mes nouvelles pas mal de fois durant ce voyage. Je pense au restaurant albanais où on s'est arrêté et qui nous a offert le repas alors que c'était pas du tout prévu. Je pense à Thomas qui nous a raconté son vécu et c'est les moments par lesquels il a passé. Donc forcément c'est des événements marquants et ça te met une claque en fait. Humainement c'est juste... ça te bouleverse en fait et tu retiens même pas forcément le défi sportif, tu retiens tous les gens que tu as rencontrés, tu retiens tous les paysages que tu as pu voir. Parmi ces moments, il y a une descente de col vraiment qui m'a marqué. Il y a les émotions forcément que j'ai pu avoir. Durant le voyage, il y a tout l'aspect logistique. L'organisation justement, c'est aussi pourquoi surtout sur la fin quand j'avais plus de force et que j'avançais plus. En fait, j'avançais plus assez vite pour pouvoir faire tous mes kilomètres. C'est aussi simple que ça. C'est que voilà, quand tu sais que tu as des réservations dans des hôtels, dans des campings, peu importe, même dans des gîtes, t'as une horaire en fait t'as une limite d'horaire à arriver et les gens ils vont pas t'attendre jusqu'à 22 ou 23 heures. Donc de ce point de vue là, j'avais des limites d'horaire à respecter. Donc c'est aussi cet aspect là, ce que je retiens c'est plus le temps que j'ai passé sur le vélo que le nombre de kilomètres que j'ai fait en fait. Et puis même, j'ai eu des journées qui faisaient 9 heures ou 10 heures sur le vélo et elles m'ont semblé plus rapides que des journées de 5-6 heures. Et ça je pense c'est aussi vraiment en fonction des routes. J'ai aussi le souvenir surtout au début qu'il y a des routes qui sont tellement longues et rectilignes que ça te paraît infini en fait. Alors que quand c'est des routes un peu plus onduleuses, t'as l'impression que les kilomètres passent plus vite. Je pense que c'est vraiment psychologique pour le coup, mais c'est un aspect. Beaucoup de choses se jouent sur la psychologie de toute façon. Et l'importance de la psychologie, c'est aussi quand j'ai enchaîné le col de Turini, col de la Colmiane et le col de la Couillole. Cette journée-là où j'avais fait plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Et une fois que j'avais fini le col de la Couillole, je me suis dit, je l'ai fait et tout, je suis monstrueux quoi. J'ai fait 4000 mètres en une journée alors que j'ai roulé tous les jours avant, etc. Et quand il fallait aller au chalet, il me restait 2-3 km de pente, mais c'était des pentes qui valaient rien par rapport à ce que j'avais fait avant. Mais comme je pensais et comme psychologiquement je me suis convaincu que l'étape était finie et que j'avais fait le plus dur en fait. Et je pense que ça a eu une incidence aussi sur les jambes. Et du coup les derniers kilomètres c'était juste un enfer. J'avançais plus sur des pourcentages à 4-5%. J'ai dû mettre pied à terre quoi. Et ça c'est pareil, c'est fou. Alors que dans le col de la Couillole, comme quasiment tous les cols que j'ai fait, j'ai pas mis pied à terre une seule fois, je les ai fait sans pause, je les ai enchaînés. Donc par rapport à ça, ça montre aussi l'importance de la psychologie qui est hyper importante dans tout sport et comme tout dans tout ce qu'on entreprend. Après je pense forcément aussi aux gens, aux cyclistes avec qui il y en a. J'ai pas vu beaucoup de cyclistes, je trouve ça. Sur 32 jours de vélo, sur autant de kilomètres, je trouve que j'ai pas vu beaucoup de cyclistes. J'en ai croisé quelques-uns, mais quand tu croises, tu peux pas rester avec eux. J'en ai rattrapé aussi. J'ai plus rattrapé que je me suis fait rattraper. Ça, c'est une fierté en plus quand je vois tout le parcours que j'ai fait. Et après, j'ai pu discuter avec quelques cyclistes rapidement, mais
Mais ça n'a jamais été trop longtemps par contre. Sur cet aspect-là, c'est vrai que franchement, j'ai pas pu discuter avec beaucoup de cyclistes. Après, ça c'est pas grave, j'en aurai peut-être l'occasion après ce, ce défi justement, mais pas sur un vélo. Après, parce que je pense qu'il va rester dans le garage un petit moment une fois que j'ai fini ça. Ça va être du repos pendant, je pense, ouais, 3 semaines, un mois au moins pour récupérer tout ça. Ça c'est pareil, je vais en parler un peu, mais au niveau de l'alimentation et de la nourriture, il faut voir comment je mange, quoi. Je suis Shrek, les gars, c'est trop grave. C'est tout à l'heure là on est sur la dernière journée. Dans un, il m'a fait 500 grammes de pâtes, j'ai quasiment bouffé toute la casserole, quoi. Donc ça montre aussi le nombre de calories que je brûle chaque journée et ce que mon corps demande. Et même des petits déj. Et après, c'est ça aussi la problématique, c'est que des fois on nous a accueillis, et c'était d'un geste hyper sympa, mais je pense qu'il y a des gens, ils n'ont pas conscience de ce que je réalise concrètement en fait. Et du coup, on avait des portions qui étaient trop basses par rapport à ce que je fais. Et donc ça aussi, ça a dû jouer sur le fait que bah, j'avais plus de force dans certaines étapes, parce que aussi en termes d'alimentation, je pense je m'alimentais pas comme il faudrait. Après ça, c'est à prendre en compte sur beaucoup de choses. C'est pareil, c'est une question d'accompagnement. Si j'avais eu un masseur quotidien, si j'avais été entouré entre guillemets comme un cycliste professionnel, il y a des chances que j'aurais été performant sur jusqu'à limite peut-être la fin. Mais après, on fait aussi en fonction des moyens que l'on a. Après, bah, il y a aussi le côté météorologique qui a une importance extrême dans le cyclisme, surtout le vent. Comme je dis souvent, je préfère qu'il y ait de la pluie que qu'il y ait du vent, sincèrement. Parce que le vent, je pense, c'est vraiment le pire ennemi d'un cycliste. Et on a eu beaucoup de chance, mais vraiment beaucoup de chance sur les 2 premières semaines. Il faisait un temps mais extra, après même parfois un peu trop chaud. J'ai quand même bien eu le, j'ai bien, oui, mec, c'est plus parler. Attends, j'ai bien, enfin tenu, mais tu vois, genre j'ai bien réagi à la chaleur, je trouve. Euh, j'aurais pu avoir des insolations, etc. Surtout dans le sud, il faisait 35 degrés sous le vélo alors que t'as fait une journée de bœuf. T'es passé par Marseille, les gens ils sont complètement fada. C'est ça aussi, il y a eu concernant l'aménagement des parcours et des itinéraires que j'ai choisis. Au départ, je me suis dit, on va passer par des villes, ça va être sympa, touristiquement parlant, ça va être cool, on va pouvoir montrer plein de choses aux gens, etc. Mais d'un point de vue cycliste et d'un point de vue vélo, c'est juste infernal de passer par des villes. Et, euh, et c'est pour ça que après j'ai préféré, dès qu'il y avait une ville ou quoi, j'ai préféré un peu la passer parce que c'est une perte de temps inutile. C'est bien pour la production d'avoir pu filmer pas mal de villes, parce que sinon ils auraient pu rien filmer si on avait pris que des circuits vélos, à part des champs et s'il y a eu quelques quand même phénomènes naturels qui sont beaux, je pense à Étretat ou la dune du Pilat. Mais je veux dire, ça aurait été chiant, puis on aurait fait moins de rencontres aussi avec certaines personnes. Parfois on a aussi emprunté des routes où on n'avait pas le droit de passer en vélo, mais je pense au pont de Saint-Nazaire où je suis passé alors que je me faisais klaxonner sur la route. Mais après, c'est des choses qui arrivent et puis c'est des petites anecdotes qui sont assez drôles aussi. Et après, d'un point de vue santé aussi, je suis obligé d'en parler, mais il y a eu une période où, ouais, franchement, quand j'ai commencé à saigner du nez, connaissant mon corps et connaissant aussi mon passé, je sais que je saigne du nez rarement, mais quand je saigne du nez, c'est que il y a quelque chose qui fait que voilà, j'arrive à un stade où
où le taux de fatigue il est quand même assez élevé. Et quand j'ai commencé à saigner du nez 3-4 fois en 3 jours, là je me suis dit wow, c'est que vraiment je pousse loin entre guillemets dans l'effort et c'est assez extrême pour mon corps. Et après ça m'a, comme j'ai dit plus tôt, ça m'a jamais fait dire oh, fais gaffe, ce serait peut-être mieux d'arrêter, ou il y a des gens qui m'ont dit d'aller voir un médecin pour être sûr, mais après j'avais aussi cette peur là de se dire si je vais chez le médecin et qu'il me dit je veux pas finir, j'aurais regretté, et je pense que j'ai bien fait de pas y aller au final. Ça me permet vraiment de réaliser ce périple jusqu'au bout et, euh, et voilà, de partir de chez moi et de rentrer chez moi en vélo comme je l'avais prévu depuis le départ. Et, euh, et après, il y a aussi ce côté où forcément tu penses aux gens qui croyaient pas au début à toi et tu leur montres que c'est possible. Forcément, ça fait. C'est même pas réconfortant, mais c'est pour montrer aux gens qui croyaient pas de croire en eux. Parce que, comme je dis, je pense que les gens qui doutent des projets des autres, c'est des gens qui doutent d'eux-mêmes. Donc, arrêtez de douter de vous et faites les choses que vous souhaitez. Et je vais pas finir par rien n'est impossible, mais presque.